La maison aux 52 portes, chapitre 13. Nous avions mangé de bonne heure, et au coin du feu, je tentais de déchiffrer des lettres, histoire de voir si je trouvais quelque part le nom de Céleste. J'aurais donné cher pour savoir ce qu'elle était devenue après sa fuite. Je me disais que si Albert avait voulu me transmettre son prénom, c'est qu'il tenait beaucoup à sa sœur aînée. Et alors, elle ne lui avait jamais écrit, jamais donné de nouvelles ? Ma foi, admit papa, c'est étrange, en effet, mais moi je n'ai jamais rien su. Je te l'ai dit, j'ignorais tout de cette tante Céleste. Autrefois, les histoires de famille, c'était motus et bouche cousue, surtout si une fille la déshonorait en s'enfuyant avec un homme. Pourquoi spécialement les filles ? Les mœurs du temps. Pense que les femmes portent les enfants. On les surveillait donc étroitement pour que, le jour où elles seraient mères, on puisse être certain de l'identité du père. D'ailleurs, les hommes n'étaient pas franchement libres non plus, tu sais, parce que la famille tenait à choisir personnellement leur femme. Une femme bien, ajouta maman. Pour cette même raison, on voulait être sûr que dans les veines de son enfant coulerait bien le sang de la famille. On dirait, protestai-je, que les femmes ne sont faites que pour porter les enfants. C'était autrefois, lança papa en riant. Rassure-toi, personne n'imagine que ce sera ton but unique dans la vie, ma puce. Ça explique seulement que, tout bien considéré, il était plus simple d'avoir des garçons. C'est ce que disait mon père. Un jour, il a même ajouté « Les filles dans la famille, il n'y en a pas beaucoup et elles étaient toutes un peu médiums. » Souvent, ça complique plus que ça n'aide. « Qu'est-ce que ça veut dire, médium ?» demandai-je. Eh bien, c'est quelqu'un qui est censé communiquer avec l'esprit des morts, ou quelque chose comme ça. J'étais stupéfaite. Et toutes les femmes de la famille l'étaient ? Papa ne répondit pas à la question. Il dit seulement « Quand tu avais 4 ou 5 ans, oncle Albert nous a téléphoné un jour pour prendre de tes nouvelles. Et il a fini par nous demander en riant « J'espère qu'elle n'entend pas des voix comme les autres femmes de la famille. » Qu'est-ce que tu as répondu ? J'ai répondu que non, bien sûr. Je soupçonnais l'oncle Albert d'avoir utilisé une tournure de phrase négative « J'espère qu'elle n'entend pas » pour savoir si j'étais médium, car j'étais maintenant certaine qu'il espérait une réponse positive. Avait-il cru celle de mon père ? Avait-il pensé qu'on pouvait lui cacher quelque chose ? Pourtant, intervint ma mère, est-ce que tu te rappelles à la mort de ton grand-père ? C'est vrai, mais on n'en a jamais été sûr. Je trouvais leur phrase inachevée très agaçante. Qu'est-ce qui s'est passé ? Demandai-je avec un peu de brusquerie. Eh bien, tu avais 4 ans et tu nous as dit « Pourquoi grand-père Louis, il est mort ?» J'allais te répondre que mon grand-père n'était pas mort quand le téléphone a sonné pour m'annoncer son décès. On venait de le trouver inerte dans son fauteuil. Tu n'avais que 4 ans, rappela maman, et on a pensé à un hasard. Peut-être que dans ta classe, un enfant venait de perdre son grand-père, ou quelque chose comme ça. Même si c'était une sensation que tu avais eue, reprit papa, est-ce qu'on peut parler de médium ? En Bretagne, autrefois, on prétendait que cela arrivait souvent. On appelait ça des intersignes, l'annonce d'une mort au moment où elle se produit, même très loin. On disait que les femmes de marins connaissaient la disparition de leur mari bien avant qu'on vienne la leur annoncer. Je m'informais avec un peu d'anxiété. Et depuis mes 4 ans, il n'est rien arrivé de bizarre ? Rien, à moins que tu nous aies caché quelque chose. Je fis un signe d'ignorance assez bien imité, comme si je ne voyais pas du tout de quoi il voulait parler. Quand tu as évoqué le bûcher, puis la buanderie et le potager, nous avons eu une petite frayeur, mais heureusement ce n'était qu'une fausse alerte. Je n'écoutais plus. Je n'étais pas venue ici dans une autre vie. Je n'étais pas une réincarnation de Céleste. J'étais simplement médium. Et j'entendais et je sentais Céleste. Par instants, je pouvais même être Céleste. Si les visions que j'avais dans la journée étaient d'une grande sérénité,
c'est qu'il s'agissait simplement de signes envoyés par elle. Des signes pour que je la connaisse, que je la comprenne. Le soir, c'était différent. Le soir parlait le monde des esprits qui disaient leur souffrance. Si j'avais compris ça, ça ne résolvait pas la question de savoir pourquoi l'oncle Albert espérait que je serais médium et pourquoi il m'avait envoyé ici. À cause de Céleste, ça me paraissait évident, mais qu'est-ce que je pouvais pour elle ? Elle était évidemment morte puisque son esprit me parlait. Que peut-on pour un mort ? Papa remit une bûche dans la cheminée, puis il prit un air mystérieux en soulevant son pull. Derrière, pour retirer un objet de sa poche revolver. Et voilà quelque chose qui va vous intéresser. Je le gardais pour la bonne bouche. Il avait en main un petit carnet de cuir noir, vieux et usé, écorné au coin, dont la couverture était percée au milieu. Je l'ai trouvé au grenier, et ça, ajouta-t-il en désignant le trou, c'est le signe de reconnaissance, le signe qui m'assure que c'est le bon carnet. Le carnet de guerre de ton grand-père ? Oui, lui-même. Mon grand-père m'avait parlé de ce trou. Vous savez ce que c'est ? Un trou fait par un éclat d'obus à Verdun en 1916. Je relevais évidemment la date et aussi le nom de Verdun, comme sur les enveloppes. Mais les enveloppes ne portaient pas le nom de Louis. Et je n'arrivais pas à croire que l'inscription en lettres de sang puisse concerner mon arrière-grand-père. Lui avait eu une vie longue et heureuse. Après avoir été soigné sur le front et puis à l'hôpital, il avait été envoyé par ses parents en convalescence en Angleterre. C'est là qu'il avait épousé une Anglaise qui était devenue mon arrière-grand-mère. Et savez-vous, reprit papa, où il mettait son carnet ? Dans la poche intérieure gauche de sa veste. Et l'éclat d'obus s'est planté dedans, dans la poche gauche, juste à l'endroit du cœur. Il m'a dit plusieurs fois que ce carnet lui avait sauvé la vie. Mon père l'ouvrit à une page au hasard et lut. Vendredi 18 septembre 1914. Descendu du train vers 5 heures. Nous avons pris à pied la direction de Verdun sous une pluie fine et pénétrante, par des chemins détrempés. Il s'interrompit un instant pour préciser. Je vous lis juste quelques passages. On enfonçait dans la boue jusqu'aux chevilles, ciel nuageux, de temps en temps des averses, marche très difficile sur les routes boueuses. Nous nous couchons et avec nos outils, nous commençons à creuser une tranchée. On travaille vite car on a froid et on veut se trouver le plus rapidement possible à l'abri des balles. Notre tranchée étant terminée, on nous fait prendre nos sacs et on nous porte à 200 mètres plus à gauche dans des tranchées qui existaient déjà. Vers 1 heure, nos cuisiniers apportent la soupe. Est-ce qu'ils ne se rendent pas compte que c'est le véritable moyen de montrer nos positions à l'artillerie ennemie ? Les hommes, voyant la soupe, sortent des tranchées malgré les recommandations des chefs. Le résultat ne se fait pas attendre. Un obus éclate à 200. Le résultat ne se fait pas attendre. Un obus éclate à 200 mètres en avant de nous. Chacun se terre, mais trop tard. Les obus sifflent sur nos têtes. Nous ne sommes pas à la noce. Nous nous apercevons que c'est l'artillerie française qui tire sur nous. Mais c'est incroyable ça. Oui, incroyable mais vrai, dit mon père. On évite de l'ébruiter parce qu'il faut continuer à donner l'impression que la guerre est une action noble, faute de quoi elle serait intolérable. Ce qui est sûr, c'est que la longueur du tir était souvent mal réglée, qu'on ignorait la plupart du temps la position des troupes et que l'information laissait à désirer. Ça explique qu'on pouvait tirer sur sa propre armée sans le savoir. Et ceux qui se retrouvaient avec une jambe ou un bras en moins à cause d'un obus de leur camp, mais c'est révoltant, j'espère qu'ils ont fait un procès. Mon père rit. Un procès ? Tu ne connais pas l'armée, surtout à cette époque. Du reste, même si quelqu'un est mort d'une balle tirée par un copain, il vaut mieux le taire, rien ne le ressuscitera. Et les familles préfèrent penser qu'il est mort en héros plutôt qu'en victime. Je continue.
Il fait nuit et un froid de loup. Nous sommes accroupis dans la tranchée où l'on est fort mal. Je suis plié en trois et ne puis bouger. Je ne sais comment je pourrai marcher quand il le faudra. Nous nous gardons bien de lever la tête, de crainte de nous signaler à l'artillerie ennemie. Voilà 2 jours et 2 nuits que nous sommes ici. Nous relèvera-t-on ce soir ? Un peu plus tard, on ne nous a pas relevés. On nous a dit que les Allemands devaient nous attaquer dans la nuit. La consigne était de résister coûte que coûte, qu'il fallait au besoin mourir sur place. Nous tirerons le plus que nous pourrons, puis nous les recevrons à la baïonnette. Chacun est calme et attend. Je n'ai même pas d'émotion. Par contre, nous avons froid sous la rosée de la nuit. Par extraordinaire, le ciel est clair. Les obus se suivent, rapides, soulevant des trombes de fumée noire et de terre. L'un d'entre eux tombe au beau milieu de la tranchée. La position n'est plus tenable. C'est sans doute une batterie de gros obusiers qui tire. Elle envoie ses 4 obus à la fois. En une demi-heure, il doit être tombé sur nous plus de 100 obus. Les hommes sortent des tranchées et fuient en s'égayant. Les uns se dirigent vers la crête de la butte pour gagner l'autre versant, les autres vers un bois qui se trouve sur la droite des tranchées. Mauvaise idée. Un obus éclate à environ 3 mètres à ma gauche, un peu de terre précédée d'une bouffée d'air matin, mais je n'ai aucun mal. Un autre arrive à environ 6 mètres à ma droite, et un morceau de fer et de plomb presque aussi gros que mon poing arrive à mes pieds. Je cours afin de me mettre hors de la portée des canons ennemis. Les détonations s'espacent derrière moi, puis elles cessent tout à fait. Ce qui reste du bataillon est sauvé, mais en reste-t-il beaucoup ? Papa tourna la page et une feuille tomba du carnet. Il la ramassa et lut. Ma petite Céleste, je veux te le dire, à toi, rien qu'à toi. Je sais que le moment où tu liras ces lignes seront terribles pour toi. Et je voudrais être là pour te soutenir, car je sais combien tu es seule. Cela me torture d'avoir à te l'apprendre. Mais Joseph est mort. Il y eut un silence, puis papa soupira. Elle n'a sans doute jamais reçu cette lettre. Mon grand-père a été blessé ce jour-là, et son courrier n'est apparemment pas parti. En tout cas, fit remarquer ma mère, elle en avait des amis, ta grand-tante, parce que ce Joseph n'est visiblement pas le garçon avec qui elle s'est enfuie. Ça me fait penser, fit mon père d'un ton songeur, qu'il y a des incohérences dans cette histoire. Il me paraît difficile de fuir avec un homme en pleine guerre, pour la simple raison que tous étaient mobilisés. Leur fuite n'a certainement pas eu lieu à cette date. Le gamin s'est trompé, ou alors c'est moi qui ne me rappelle pas bien. Le gamin ne s'était pas trompé, j'en avais la certitude. Si Louis écrivait en personne à Céleste à propos de la mort de Joseph, c'est qu'il y avait une raison. Et les courriers qui avaient été retournés par l'armée avec la mention décédée appartenaient bien à la jeune fille. Elle avait écrit à ce garçon plusieurs lettres, puisque 4 au moins étaient revenus. J'étais de plus en plus persuadée que l'homme qu'elle aimait était ce Joseph, et pourtant elle n'avait certainement pas pu partir avec lui. Les gémissements que j'entendais dataient-ils de la dramatique nouvelle de cette mort ? Avait-elle fui par désespoir, parce que elle aussi entendait la voix criant son nom dans la nuit ? Mon père reprit la lettre, la relut plusieurs fois et décréta : moi je parierais qu'il a été fusillé, ce Joseph. Pourquoi ? Demandai-je avec une sorte de terreur. C'est vrai, dit maman d'un ton de reproche, tu es quand même bizarre. Je croyais que c'était les femmes qui avaient des visions dans votre famille. Mon père se mit à rire. Des visions, non, tout de suite les grands mots. Disons juste la culture, mes chers amis. J'ai eu entre les mains des ouvrages concernant la Première Guerre. J'ai vu des lettres, eh bien je peux vous dire, jamais on annonçait une mort de cette façon. Sauf si elle n'était pas très honorable. On disait « il est mort en héros » ou « pour son pays, pour sa patrie », des mots qui pouvaient adoucir l'affreuse nouvelle. Ce genre de courrier-là se réfère à des morts sans honneur, les fusillés.
c'est que pendant la guerre, on ne plaisantait pas. Une rébellion, une désertion, et pas peloton d'exécution. 10 balles dans le corps. Bon, j'ajoute le petit passage que traîtreusement je ne vous ai pas lu. Ne crois pas ce qu'on te dira à ce sujet. Je ne comprends pas bien ce qui l'a poussé à faire ça, mais je sais que ce n'était pas par lâcheté. Fusillé. Joseph avait été fusillé, j'en étais atterrée. Et dans ma tête, j'entendis les cris de la nuit. Céleste, Céleste.